à peine 2 mois après la conversation entre le docteur Schuster et Sam Steinberg. Le traitement des minorités anglophones au Québec et francophones hors Québec. Les craintes du docteur se révèlent prophétiques. Sam vient de mourir à Montréal. Alors d'abord, la session extraordinaire des Nations Unies sur le désarmement. La télévision de Radio-Canada ne fera aucune allusion au décès d'un des plus gros employeurs au Québec. Le docteur Schuster et sa femme apprennent la nouvelle sur le pas de leur porte en rentrant chez eux. On est remonté dans la voiture et on s'est rendu jusque chez eux sur Aberdeen. Mais on n'est pas rentré. On est resté assis là. Il se passait pas grand-chose à l'intérieur. On voulait pas sonner, on voulait pas être dans le chemin. On voulait pas déranger, rien. Finalement, la police est arrivée puis ils nous ont chassés. C'était la police de Westmount puis ils se demandaient ce qu'on faisait là. On est rentré à la maison. On était complètement bouleversés. Ça a été la chose la plus triste qui nous soit jamais arrivée, je pense. Cette photo-là, c'est ce que j'ai de plus cher. C'est la dernière photo qu'on a pu prendre de lui. 2 jours après, il est décédé, le mercredi. J'avais perdu mon père, moi, à 11 ans. Puis pour moi, Sam, c'était mon second père. Dans un sens, Sam, vous savez, c'était Sam. Il allait être présent à tout jamais. Un peu comme le père qui va toujours être là. Naturellement, j'ai plus eu personne qui m'appelait le samedi soir. J'ai plus eu personne qui pouvait m'appeler chez nous pour demander des renseignements. Ça, c'était fini. « 14 ans séparent le décès de Sam et celui de son entreprise. Est-ce qu'elle aurait pu lui survivre? Nous allons reprendre notre enquête sur la mort de l'Empire Steinberg en revenant à la rencontre cruciale entre Sam et sa haute direction à Palomino en mars 1969. Sam a maintenant 63 ans. Il veut réduire sa charge de travail, déléguer la direction quotidienne de l'entreprise à un nouveau président. Choisira-t-il parmi les membres de sa famille celui qui deviendra par le fait même son éventuel successeur? Ou est-ce que ce sera un gestionnaire professionnel? Je n'ai pas assisté à la conférence, mais il m'a été donné de lire la totalité des documents que les participants ont soumis comme préparation à cette conférence-là. En me basant sur ma lecture de ces documents-là, si je devais vous dire dans une phrase quel était l'objectif que ces gens-là se fixaient, c'était d'empêcher la nomination de Mel au poste de président. Mel Dobrin, c'est le gendre de Sam, le mari de Mitzi Steinberg Dobrin. Mon père savait que c'était moi la plus intéressée à ce qu'il faisait, même quand j'étais toute petite. Il disait, tu sais, ton mari va rentrer dans la compagnie. Il disait jamais, toi, tu vas rentrer dans la compagnie, mais plutôt, ton mari va rentrer dans la compagnie un jour. J'ai toujours pensé que ça resterait dans la famille. Et connaissant Sam comme je le connaissais, je savais bien que ce serait ça le résultat de Palomino ou de n'importe quelle autre rencontre ou délibération. C'était un peu futile comme exercice parce que je crois que Sam avait déjà réussi à se convaincre qu'avec des membres de la famille à la tête de l'entreprise, ça pouvait toujours fonctionner. Tant qu'il était là pour leur dire quoi faire et où ils se trompaient. Juillet 69, 4 mois plus tard.
1 milliard d'humains sont rivés à leur télévision, alors que Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune. Sam n'a toujours pas fait connaître sa décision. Sam m'a fait venir dans son bureau et il y avait juste Nathan, son frère. La réunion du conseil était le lendemain, le vendredi. J'oublierai jamais ce jour-là. Sam m'a dit qu'il allait annoncer au conseil « Mel est président ». Et il entre en fonction comme président tout de suite. Moi, j'ai dit « C'est formidable ». Il a essayé bien des fois pendant quelques mois de savoir ce que j'avais l'intention de faire. Je lui ai effectivement donné un bref aperçu, mais juste pour lui faire savoir que je voulais que tout le monde se rapporte à moi, tandis que moi, je me rapporterais à lui. Je lui ai dit que je voulais pas avoir les mains liées et que je lui donnerais un plan plus détaillé pour chaque département, chaque division, aussitôt que je serais en poste. Je me sentais en confiance. Tout le monde m'a bien accueilli, c'est sûr, parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, est-ce qu'ils m'ont menti? Ça, je ne sais pas. Pour la plupart des observateurs, Mel Dobrin n'est pas à la hauteur. Son arrivée à la très haute direction marque le début d'une période de graduel déclin à Steinberg. Sam passe ses hivers en Floride. Il mène son entreprise à distance. Mais il sent le besoin d'avoir sur place à Montréal quelqu'un sur qui s'appuyer. Il va donc prendre une autre décision cruciale, plus surprenante que la première. Il va se tourner vers sa fille, Mitzi. Ces photos, ce sont celles d'un bonheur domestique et familial dont Sam Steinberg a bénéficié toute sa vie durant. 4 filles que Sam chérissait, adorait, gâtait, mais sans leur cacher sa déception que l'une d'elles, au moins, ne fut pas un garçon. Vieux jeu comme il était, voir travailler ses filles, il était contre. Il y croyait pas. C'était lui le gagne-pain et il n'était pas question qu'on aille travailler. Il voulait qu'on se marie, qu'on ait des enfants, qu'on les élève, mais pas qu'on aille travailler. Flashback, 1946. La femme à la maison, c'est l'idéal de cette société d'après-guerre. Mais Mitzi s'intéresse à l'entreprise, veut commencer au bas de l'échelle dans un magasin. Elle a 17 ans. Ça faisait 2 jours que j'avais commencé à travailler. Le 3e jour, mon père s'amène dans le département. Il a sûrement dû se retenir pour pas être là dès le 1er jour. Alors, il est arrivé le 3e jour et il me dit « OK, il est 4 heures, tu rentres. » Je lui ai dit « Mais pourquoi? Je peux pas partir maintenant. Le magasin ferme à 6 heures et après, il faut nettoyer. Je peux pas partir. » Il a dit « Je vais aller chercher ton patron et lui, il va te dire de partir. » Il est allé chercher le gérant et lui, il m'a dit « Tu sais, Mitzi, je pense que tu ferais mieux de t'en aller. Moi, mon patron me dit que je dois te demander de partir et tu sais ce qui va m'arriver si je fais pas ce qu'il me dit de faire. » J'étais tellement furieuse que je n'y suis jamais retournée. Je lui ai dit « Je ne vais plus jamais travailler pour toi. » Et il m'a dit « Je pense pas que tu devrais travailler de toute façon. Il y en a assez d'un qui travaille dans la famille. » Ça a coupé court à ma carrière chez Steinberg pour un bout de temps. 1949. Mitzi se marie. Mel Dobrin est jeune, beau et revient de la guerre. Ils sont heureux. Ils ont 3 enfants qu'elle élève comme l'aurait voulu son père. Mais contrairement à ses sœurs, elle est incapable de se cantonner dans la domesticité. Elle retourne aux études, fait son droit, rêve d'ouvrir son propre cabinet. Mais sa vie va prendre un tout autre virage. Je jouais au golf avec mon mari et après la partie, on était allé dîner. Mon père est arrivé et il était livide. Il s'est assis avec nous et je lui ai dit « C'est quoi le problème? » Alors il me dit « Le problème, c'est mes Miracle Mart. »
Ils perdent tellement d'argent. Alors j'ai dit, vraiment? Il me répond, oui, et je veux que tu viennes travailler pour la compagnie. Mitzi est arrivée et elle a remplacé Mel, en fin de compte. Elle connaissait rien au commerce de détail, bien entendu, à part ce qu'elle avait appris de son père, mais elle n'en avait jamais fait. Et je suppose qu'elle pensait que ce serait relativement facile, étant donné qu'elle écoutait son père depuis si longtemps. Mais évidemment, ça n'a pas été le cas. Miracle Malt, à toute fin pratique, n'a jamais fait d'argent. Jamais. Tout le temps qu'elle était là. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des petits profits de temps à autre, mais quand on regarde toutes les pertes accumulées, on se rend compte qu'elles étaient beaucoup plus élevées que les profits accumulés. Mitzi, avouons-le, n'est guère populaire. Au mieux, elle inspire le respect, comme son père, mais rarement, comme lui, l'affection. Sam n'avait jamais inspiré la crainte au sein de l'entreprise. Sam était parfois extrêmement sévère, mais il était exigeant, mais il n'a jamais inspiré la crainte. Mitzi l'inspirait. Et elle avait la totalité elle bénéficiait et elle exerçait la totalité des pouvoirs de Sam. Mais elle ne pouvait pas avoir l'autorité de Sam. C'était impossible. Je sais ce que beaucoup de gens ont pensé. Cette chose sans expérience arrive et s'imagine qu'elle peut faire le travail d'un détaillant professionnel, peut-être? Laissez-moi vous dire que s'il y avait eu un détaillant d'expérience et que l'entreprise n'était pas en train de perdre de l'argent, vous pouvez être certain que Mitzi Jobrin n'aurait jamais eu le poste. Mon père avait besoin de quelqu'un à qui il pouvait parler nuit et jour. Je me souviens qu'une fois, il m'a téléphoné et il était vraiment furieux parce que l'inventaire était un vrai fouillis. Il y avait un problème de ci et des problèmes de ça. Il y avait des millions de problèmes à Miracle Mart. Alors je lui ai dit, « Papa, toi, tu fais juste flairer la chose. Moi, je suis assise dedans. » Il s'est mis à rire et ça a été la fin de cette histoire-là. Alors, vous avez raison, il y avait bien du monde qui m'en voulait énormément d'être là. Et ça, je le savais. Mais j'avais aussi une bonne relation avec beaucoup de gens qui voulaient travailler. Alors, ça faisait peur à bien des gens, surtout quand on la connaissait pas, puis on voyait arriver cette petite femme, mais tellement énergique. Moi, j'ai travaillé pour elle, puis j'ai bien aimé cette expérience-là. C'était une personne qui, à mon avis, était très juste. Elle était très exigeante. Et puis, ça lui prenait peut-être du temps à vous faire confiance. Parce qu'il y a des fois, elle écoutait ce que les gens disaient, cette personne-là est comme ça, mais elle faisait quand même son opinion à elle. Mais si son opinion à elle était favorable, à ce moment-là, vous pouviez dire, elle pouvait vous supporter dans tout ce qui arrivait. Dans les magasins, elle aimait venir nous rencontrer, et nous stimuler, nous encourager. Et ça aussi, c'est rare. Vous savez, on apprend toujours bien de son père. Et dans notre cas, nous autres, on en a profité. En fin de compte, on s'est dit, mais ouais, c'est entre bonnes mains. On se sentait rassurés. Avec l'arrivée de Mitzi, là, nous avions Sam comme président du conseil, Mel comme président de Steinberg et Mitzi comme ambassadrice personnelle de Sam, où qu'elle soit au sein de l'entreprise. En fait, c'était plus qu'une ambassadrice, parce qu'elle se mouvait au sein de l'entreprise avec la totalité des pouvoirs de Sam. Alors là, une entreprise peut gérer, peut parer contre des faiblesses de certains membres de la haute direction. 1, 2, mais 3, la brassée était pas mal large. D'ailleurs, le problème de Mitzi, c'était pas du fait qu'elle était de la famille. C'est pas surtout de là que provenait le problème de l'entrée de Mitzi dans l'entreprise. Ce qui créait problème, c'est son modèle. Et son modèle, c'était Sam. Alors, Mitzi connaissait très bien la culture de l'entreprise quand elle y est entrée. Mais elle connaissait une culture, c'est-à-dire une culture qui ne collait plus à notre réalité de l'époque. Après la mort de Sam, le vrai pouvoir à Steinberg, c'est Mitzi qui le détient. Jack Levine, le bras droit de Sam depuis toujours, gère l'entreprise au jour le jour depuis quelques années déjà. Il songe maintenant à la quitter. Mitzi veut au contraire le confirmer dans ses fonctions et lui offre la présidence.
Pour assurer la continuité, et comme on n'avait pas de temps à perdre, et aussi parce que Mel était très bouleversée par la mort de mon père et le vide, j'ai proposé que Jack Levine devienne président. Mel m'a dit, j'aurais jamais pensé que tu ferais cette suggestion-là, parce que Jack m'avait totalement ignoré depuis le premier jour de mon arrivée dans la compagnie. Moi, j'aurais bien aimé travailler avec Jack. J'aurais pu beaucoup apprendre. Mais Jack, lui, ne voulait rien savoir. On a tenu une réunion du conseil. J'ai été nommé président du conseil et chef de la direction à ce moment-là. Après y avoir longuement pensé, surtout avec Mitzi, parce qu'elle était propriétaire, et avec ses sœurs, on a décidé de nommer Jack Levine président et chef des opérations. Et Jack et Mitzi se sont jamais entendus. L'atmosphère était plutôt pénible parce qu'il y avait d'un côté la représentante des propriétaires, dont le mari était président du conseil, et d'un autre côté, il y avait le chef des opérations qui était président à ce moment-là. Et les deux, au fond, étaient tout simplement incapables de se sentir. Après des années de malaise, Mel et Mitzi décident de demander à Jack Levine de prendre sa retraite. Triste fin de carrière pour celui qui avait pendant si longtemps fait partie de la famille. Il refusera d'ailleurs de nous parler de cette époque-là. Pour le remplacer, les Dobrin posent un geste sans précédent. Ils vont chercher un gestionnaire à l'extérieur de l'entreprise et trouvent Peter McGoldrick, un Américain. Il signe un contrat de 5 ans, mais après 17 mois, il sera renvoyé à son tour. Je faisais partie d'un comité de la Chambre du commerce du Canada, un comité US-Canada à l'époque. Et un des gros canons américains, je pense qu'il était vice-président d'une de leurs plus grosses sociétés, il me dit « Jim, vous allez sûrement pas, enfin j'ai lu ça dans les journaux, vous allez pas embaucher ce type-là, McGold. » Je lui ai dit que oui. Il me dit « Eh mon Dieu, vous allez le regretter. » Et on a fini par le regretter, je crois. C'était un beau parleur, il avait des tas d'idées, mais il a rien fait, rien apporté. Ça a été une gaffe monumentale. Je pense que ça a été une des pires erreurs que la compagnie ait jamais faites. Pendant que tout le monde parle, Steinberg agit. Dorénavant, Steinberg vous donne 5% de remise sur tout. La plus grosse gaffe de McGoldrick, lancer Steinberg dans une guerre des prix qu'il perd. Un successeur digne de Sam reste donc toujours à trouver. En désespoir de cause, Mitzi fait enfin appel à Irving Lodmer, qui avait quitté l'entreprise en 71 pour faire fortune ailleurs. Sa position de négociation est donc excellente. Il exige les pleins pouvoirs et les obtient. Pour les employés de Steinberg, c'est une très bonne nouvelle, le début d'un temps nouveau. Il est revenu. À ce moment-là, tout le monde chez Steinberg a comme fait un mouvement de soulagement. Et on dit, tiens, finalement, on retrouve quelqu'un qui est capable d'opérer cette entreprise-là et d'y donner une direction. Et Mitzi dans tout cela? Je pense qu'à partir du moment où elle a perdu le vrai pouvoir, elle était obligée de quitter la compagnie. Le seul contrôle qu'elle avait toujours, c'était en tant que membre du conseil, où elle siégeait encore, et aussi à travers son mari, qui était président du conseil, mais qui jouait un rôle de plus en plus passif au fur et à mesure que Irving Lodmer prenait de la place. C'était clair pour les membres du conseil et pour les cadres qui les entouraient que Irving était vraiment un individu hors du commun. Le conseil s'en rendait parfaitement compte, et je crois qu'on l'a laissé entendre à Mel. Petit à petit, Mitzi va disparaître du paysage, tandis que tous les regards se porteront sur Lodmer. Qui est cet homme que les vétérans de l'entreprise appellent l'héritier spirituel de Sam? L'université McGill, fin des années 50. Le futur président de Steinberg termine ses études. Rien ne présage l'avenir qui l'attend. En 1957, je venais tout juste d'avoir mon diplôme d'ingénieur en physique de l'université McGill.
Je pensais sérieusement m'inscrire à l'Université de la Californie à Berkeley pour faire mon doctorat en physique nucléaire, rien de moins. Puis j'ai eu des doutes. J'ai décidé de travailler pendant 1 an. J'ai cherché dans le journal et j'ai vu une annonce. Et c'était celle de Steinberg's. J'ai rencontré Irving un jour à la cafétéria. Chaque fois qu'il rentrait travailler sur la rue Hochelaga, il s'assoyait avec moi. J'étais très, très impressionné. Il était vraiment brillant. Alors, je lui ai demandé, « Comment t'aimerais ça travailler dans le service de l'immobilier? » Il m'a dit, « Oh, moi, j'aimerais beaucoup ça, mais vaut mieux s'assurer d'abord qu'on va me laisser partir, parce qu'en ce moment, je travaille dans l'entrepôt et je suis pas certain que Jack Levine va me laisser aller. » J'ai dit, « Laisse-moi ça, je m'en occupe. » J'ai pas besoin de vous dire que Jack n'était pas d'accord. Alors, j'ai dû tirer quelques ficelles et j'ai finalement réussi à faire entrer Irving au département. Et c'est sûr qu'il a eu du succès tout de suite en partant. Et ça a été mon entrée dans le domaine de l'immobilier. Comme je venais d'une famille qui était loin d'être riche, c'était vraiment nouveau pour moi. Son enfance de fils d'immigrants pauvres rappelle celle de Sam, qui le prend sous son aile et en fait son confident. Il aimait parler de sa jeunesse, de l'époque où il vendait ses journaux au coin de la rue, et comment les grands, parce qu'il était petit, Sam, comment ils essayaient de lui casser la gueule et de lui enlever les meilleurs coins de rue, et comment il se défendait, et toutes sortes d'histoires comme ça. Il adorerait me montrer où il avait grandi et tout le reste. Au fond, il voulait juste parler. Alors on parlait affaires au moins 90% du temps, ou bien de la famille. C'était une relation plutôt bizarre à bien des niveaux. Il était... J'étais beaucoup plus jeune que lui, et il me racontait des histoires que... Au fond, je pense qu'il savait que j'irais pas répéter ça. But the supermarket and the Miracle Mart won't be on the same level? They may or may not. I want them on one level, boy. I know what you would want. I gets that. Dernier flashback. Avec les millions de Steinberg, le jeune Irving Lodmer joue au magnat de la finance et de l'immobilier. Il fallait, comme on se disait à l'époque, essayer de suivre les égouts. On savait que la construction de maisons suit toujours la construction des égouts et des routes. Alors, on portait une attention particulière à ces choses-là et aussi aux données démographiques. On prenait des options à l'avance sur des terrains à travers des compagnies qui ne portaient pas le nom de Steinberg, parce qu'aussitôt que les noms de Steinberg et d'Ivanhoe apparaissaient quelque part, les prix grimpaient. On avait donc toutes sortes de compagnies, vous comprenez? Et comme les noms n'étaient pas liés à Steinberg ou Ivanhoe, on pouvait les utiliser pour acheter les terrains. Vous savez, on dit que le succès dans le commerce, c'est l'emplacement, l'emplacement et rien que l'emplacement. Moi, je pense que c'est plutôt une question de gestion et surtout de gestion. Mais l'emplacement a son importance, c'est sûr. Et on essayait d'agir vite et d'acheter les meilleurs terrains. Comme ça, on faisait d'une pierre deux coups. On était bien placé, et pour le commerce, et pour l'immobilier. Sam y croyait très fort et nous a beaucoup aidés en nous donnant son appui et l'argent qu'il fallait pour jouer le jeu. Lodmer est brillant, certes, mais avoir Sam Steinberg comme mentor, quelle chance! Il l'observe, l'écoute et apprend. Avec Sam, pendant les réunions, tu commençais à expliquer ce que tu voulais faire et pourquoi tu pensais que c'était bon et que ça ferait un bon investissement. Et en plein milieu de ton explication, il disait « OK, parfait, approuvé, next ». Alors, des fois, tu voulais jouer le jeu avec lui et tu disais « Puisque tu as l'air de tout savoir, qu'est-ce que j'allais dire ?» Et il finissait l'histoire à ta place. Il avait l'esprit très vif et il savait ce que tu étais en train d'établir et où ça menait. Alors il disait « Parfait, approuvé, next ». Et si on voulait faire quelque chose et qu'il avait des doutes, il était tout aussi déconcertant. Il disait « Moi, j'y connais rien, alors si ça vous dit de le faire, les gars, faites-le, mais si ça ne fonctionne pas, on saura tous à qui la faute. » Et il y a eu d'autres fois où Sam n'était pas certain de vouloir nous laisser faire. Et il disait non. Léo était président d'assemblée et moi secrétaire. Après la réunion, Léo me demandait « Sam a approuvé, non ?»
Je lui disais, il me semble que oui, Léo. Et il disait, bien oui, tu te souviens, il a dit qu'il était d'accord. On écrivait le procès-verbal et on l'envoyait à Sam. 1 ou 2 semaines plus tard, et là, on avait acheté le terrain et on était pris dans l'affaire jusqu'au cou. Sam jetait un coup d'œil sur le procès-verbal et il me disait, tu sais, c'est bizarre, je ne me souviens absolument pas d'avoir dit oui à ça. Je lui disais, ben, t'as dû oublier ça, parce que c'est sûr que si c'est dans le procès-verbal, c'est que t'as dit oui, voyons. Il me disait, je me souviens pas, me semble que j'ai dit non. Je lui disais, si j'étais toi, j'irais voir ça avec Léo. Je devrais peut-être faire ça, qu'il disait. Après 2 ou 3 fois, quand je lui proposais d'aller vérifier avec Léo, il disait, pourquoi faire? Je sais que vous avez tout manigancé de toute façon, ça sert à rien de vérifier. On avait un plaisir fou. Il savait très bien ce qui se passait et il nous laissait faire. Je suppose qu'il comprenait que la seule façon d'avoir le genre de monde qu'il voulait autour de lui, c'était de leur laisser un peu d'initiative. Un beau jour, Lodmer décide de se lancer en affaires à son propre compte. On s'attendrait à ce que Sam l'y encourage. Pas du tout. Il voulait plus me parler. Je pense que tout le monde savait qu'il me faisait la gueule. Quand on se rencontrait par hasard, il faisait semblant de ne pas me voir et ça a duré un bon bout de temps. Jusqu'au jour, et sa femme était toujours très gentille avec moi. Elle venait vers moi tout de suite et on se mettait à parler pendant que Sam faisait semblant de regarder une vitrine de magasin ou quelque chose. C'était assez comique, à vrai dire. Jusqu'au jour où on a été tous les deux invités à une fête. Il est arrivé à l'entrée de la maison et a sonné à la porte. Moi, j'étais là et j'ai ouvert la porte. Et Sam s'est trouvé nez à nez avec moi. Il pouvait plus vraiment m'ignorer. Alors il m'a dit « Salut ». Et je lui ai dit « Salut ». Et on a passé la soirée ensemble à parler. Et ça a été la fin de ma quarantaine, si vous voyez ce que je veux dire. Au moment où Lodmer quitte l'entreprise, un petit parti politique fondé à peine quelques années plus tôt fait de plus en plus parler de lui. Son chef, René Lévesque. Son programme, l'indépendance. En 1976, c'est la victoire électorale. Pour les fédéralistes, toutes les craintes paraissent justifiées. Pour les indépendantistes, tous les espoirs semblent permis. C'est tellement vite dans l'histoire d'un peuple. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Quatre ans plus tard, ce sera la défaite que connaîtra l'évêque. Chez Steinberg, les pires années de son histoire. Pour Lodmer, un défi gigantesque. Il fallait donc qu'on bouge, et vite. Alors, j'ai décidé qu'on allait rapidement se tourner vers un nouveau concept de supermarché. Alors, on a essayé de redéfinir qu'est-ce que ça serait un magasin d'alimentation, de resubdiviser le magasin en petites boutiques de boulangers, d'épiciers, etc., de poissonniers, avec un décor factice peut-être, mais un décor qui donnait l'illusion qu'on ne traitait plus seulement dans un grand espace stérile, mais qu'on était dans un vrai marché, public. En fait, la raison pour laquelle on s'est mis à offrir autant de fruits et de légumes frais et tout le reste, c'est qu'il y avait de plus en plus de marchés publics au Québec et en Ontario. Ce qui voulait dire que les supermarchés ne faisaient pas du bon travail et ne répondaient pas très bien aux attentes de leur clientèle. Et ça a très bien fonctionné. C'est une transformation qui pouvait se faire à peu de frais. Et au fur et à mesure que nous transformions des magasins, les ventes augmentaient. Ce qui est important, c'est que la clientèle a augmenté tout de suite. Et là, on a su qu'on tenait quelque chose. Il restait juste à mieux organiser le travail, à former le personnel, à déterminer combien de produits garder sur les étalages le lundi par rapport au samedi pour éviter les pertes, des choses comme ça. Il a fallu aussi qu'on fasse des changements au niveau des cadres pour ramener un peu plus de bon sens dans certaines divisions où toute la gestion s'était détériorée à un point incroyable. Irving Lodmer avait la même philosophie, la même attention, un genre de respect et de discipline qui pouvait égaler Sam. Et on retrouvait l'enthousiasme.
Et ce qui est très important chez Steinberg, c'est toujours cet enthousiasme. C'est que tout le monde pousse à la roue avec énormément de cœur, parce que la compagnie est complètement ouverte. On voit les gens du sommet pousser aussi fort que les gens de la base. Et c'est ce qui a fait, ce qui a redéfini finalement les magasins à cette époque-là. Ce qu'on avait fait n'était pas facile à imiter pour les compétiteurs, parce qu'ils n'avaient pas l'espace nécessaire pour se permettre cette sorte de grands étalages. On profitait du genre d'avantage stratégique qu'on aime toujours avoir, où le concurrent ne peut pas simplement te copier et te dire « nous voilà ». On a eu du succès, très rapidement, trop peut-être, en ce sens qu'il y en a qui ont cru que c'était beaucoup plus facile que ça en avait l'air. Pour Lordmer, c'est presque la gloire. Patrick Watson en fait un portrait admiratif à la télévision anglaise de Radio-Canada. Irving Lodmer may not have been born a Steinberg, but he talks as if he was born to run the Steinberg Company. Les profits grimpent, les actions aussi. Et Mitzi Dobrin refait surface. Pour elle, c'est le moment idéal pour vendre. La tempête qui s'ensuivra va faire les manchettes pendant plus de 2 ans. J'oublierai jamais, je pense que c'était dans l'édition du Nouvel An de la Gazette. Ça a été un choc de voir à la une qu'il y avait un procès entre les sœurs, qu'elles se poursuivaient en justice. C'était vraiment incroyable. Et les accusations de part et d'autre, ça s'injuriait, ça se traitait de tous les noms, de stupides, d'ignorantes, d'incapables, et j'en passe. C'était, à mon avis, un cas classique de rivalité fraternelle. Ça allait inévitablement finir par... Enfin, c'était un combat à mort entre les deux. Le problème, c'est que le testament de Sam interdit la vente de l'entreprise, à moins que les sœurs ne soient d'accord. Or, Mitzi veut et Marilyn ne veut pas. Moi, j'avais un tel sentiment, je me sentais tellement enracinée dans la compagnie. Comme si ça avait été un membre de la famille. Je peux même pas l'expliquer, c'est quelque chose que je ressentais très fort. Mes enfants, ils travaillaient là, tous les 3, ma fille aussi. Elle travaillait chez Miracle Mart, un autre était chez Ivano, et l'autre chez Steinberg, et ils adoraient ça. Ils sentaient que tout ça leur appartenait, pas parce que c'était Steinberg, mais c'était comme si c'était à eux, comme une partie d'eux-mêmes. C'est alors que Lordmer semble commettre une erreur capitale. Bon, il y a des gens qui disent ça, et peut-être qu'il y a du vrai là-dedans. Et cette soi-disant erreur était, si je vous ai bien compris, et si je me trompe, vous me direz à quelle erreur vous faites référence, mais je pense que vous parlez du fils de Marilyn, Billy. Ce qui est arrivé, c'est que... Vous savez, Marilyn tenait beaucoup à ce que sa famille ait une chance de diriger l'entreprise un jour. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Moi, par contre, je croyais qu'il fallait envoyer un message très, très clair. Que la compétence, et rien que la compétence, devait compter au moment de donner des promotions. Je ne veux pas dire que Billy manquait de compétences, je veux être très clair là-dessus. Mais malheureusement, il a eu une dispute avec certaines personnes. On l'a placé à un autre poste, mais après ça, on m'a fait subir un vrai test. Parce que son nom figurait sur une liste de personnes qu'il fallait mettre à pied si on voulait réussir à réduire nos frais généraux. Et moi, je ne voulais pas intervenir. Et là, ils ont mis mon fils à la porte. Les employés, on était tellement tristes pour les employés qu'on mettait à la porte. Ils étaient là depuis 25-30 ans. Il y a une maison qu'on a renvoyée. Bon, même s'ils ne travaillaient pas vraiment, ils avaient au moins une table et un bureau. Même ça, il n'en était pas question. Tout à coup, la compagnie ne m'appartenait plus. La nouvelle direction s'est installée et nous a dit « Il n'y a personne qui va nous dire comment diriger l'entreprise et on n'a pas besoin de vous ici. » Est-ce que c'est ça qui a fait basculer Marilyn? Ça se peut. C'est ce qu'on me dit aussi. Mais c'est sûr que ça a dû changer ses sentiments envers moi. Et c'est pas difficile à comprendre. Et ça a ramené l'unité dans la famille. La guerre était finie. Parce que moi, j'étais prête à dire « OK ». On ne s'entendait pas très bien, mais après ça, les choses se sont améliorées entre nous.
Moi, j'ai dit, Marilyn, je pense qu'on est juste des investisseurs passifs. Nos rendements financiers sont très, très bas. En mettant cet argent-là dans n'importe quelle autre compagnie, les rendements vont être bien meilleurs. La première offre d'achat officielle pour acquérir Steinberg vient de Toronto. Troisième chaîne d'alimentation avec des ventes de 4 milliards. Et au point, c'est en tout cas une compagnie rentable. Si la nouvelle offre du consortium torontois est Steinberg, le suspense continue. Voilà 1 an et demi que cela dure. Vendra, vendra pas et surtout... Au cœur de cette cacophonie hautement médiatisée, il n'y a au début que 2 groupes de prétendants. D'une part, à Toronto, une compagnie qui s'appelle Oxden. D'autre part, à Montréal, Irving Lodmer et Arnold Steinberg. Notre financement était en place et on avait des plans d'affaires assez précis sur ce qu'on ferait avec la compagnie si on réussissait. L'offre d'Oxden signifierait que Steinberg, la chaîne d'alimentation, deviendrait la propriété de Loblaws, la chaîne ontarienne. C'est pour ça qu'on tient énormément que Steinberg reste propriété québécoise, parce qu'on sait que quand des sièges sociaux sont ailleurs, ben, c'est tout à fait naturel de prioriser son environnement. Oxden se réserverait Ivanhoe, qui détient l'immobilier. We would maintain the real estate as a strategic objective of the company. La famille et le gouvernement québécois préféreraient un acheteur de chez nous. Irving Lodmer et Arnold Steinberg veulent s'associer à la Caisse de dépôt du Québec et à son président d'alors, Jean Campeau, pour n'acheter que la part des sœurs. Ce sera non. La proposition qui nous était faite à ce moment-là ne nous permettait pas d'acquérir Ivanhoe, qui était essentiellement l'objectif poursuivi par la Caisse à l'époque en termes de diversification de l'ensemble de ses placements. Mais Lodmer et Arnold Steinberg estiment que sans le parc immobilier, Steinberg perd son plus grand avantage stratégique. J'étais convaincu qu'il fallait garder le parc immobilier dans Steinberg. C'était un avantage qui avait tellement servi la compagnie, et même dans sa réorganisation, que je croyais son importance capitale. Quand on avait un magasin qui fonctionnait mal, ou qui était trop petit, ou qu'on voulait essayer une nouvelle stratégie, par exemple, en étant propriétaire, on pouvait s'en aller et ça finissait là. Étant donné que Steinberg payait 1 ou 2 $ le pied carré depuis 1950, on pouvait louer ces espaces-là à quelqu'un d'autre à un taux bien plus élevé, et Ivanhoe faisait encore plus d'argent. On pouvait faire ces choses-là parce que ça sortait de la poche de gauche pour aller dans celle de droite. Ivanhoe était la propriété de Steinberg à 100%, alors on faisait ce qu'on voulait. Il y avait beaucoup d'avantages, et pas seulement celui-là. Le premier ministre Bourassa intervient. Le résultat, une alliance entre Jean Campeau, le patron de la Caisse, et l'entrepreneur Michel Gaucher. Leur plan, Gaucher achèterait Steinberg au grand complet. La Caisse lui prendrait Ivanhoe, le parc immobilier. Gaucher se débrouillerait avec le reste. Dans cette transaction-là, la Caisse y trouve son compte au point de vue rentabilité. Ça fait notre affaire. C'est un excellent investissement. Et en plus de ça, pouvez-vous vous dire ce que ça veut dire qu'un Steinberg siège social qui reste ici? Prix d'achat, 1,3 milliard. Si tout est ratifié, c'est une très bonne nouvelle pour le Québec parce que ça se trouve à consolider des milliers d'emplois pour les Québécois. L'entreprise est l'une des plus importantes au Québec. Ça fait partie à toute fin pratique du patrimoine québécois. C'est ce que j'ai dit aux sœurs Steinberg au cours de la fin de semaine. Le Québécois dans les affaires, c'est à nouveau, depuis l'affaire Steinberg, qui peut compter sur son gouvernement. Mais Lodmer et Arnold Steinberg ont-ils raison? Est-ce que Steinberg peut survivre sans l'immobilier? Michel Gaucher est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Gaucher. Bienvenue au point. M. Gaucher, le parc immobilier, ce qu'on dit être rentable, c'est la Caisse de dépôt qui va l'avoir. Vous gardez la partie, dit-on, qui est non rentable. Est-ce que ça, c'est pas une aventure risquée, puisque vous ne pouvez pas vous appuyer là, sur votre parc immobilier, vous ne l'avez plus? Non, c'est pas du tout le cas. C'est que ce qu'il faut voir dans une entreprise comme Steinberg, dans une acquisition comme celle-là, c'est le flux monétaire, c'est le cash flow, c'est ce qui rentre puis qui sort. Et on a vendu, en fait, des parties qui avaient de grandes valeurs, mais qui avaient très peu de trésorerie. Dans le parc immobilier, il y a une trésorerie intéressante, mais qui est inférieure au point de vue rendement avec ce que génèrent les magasins, la partie alimentaire. C'est quand même les magasins, juste 2 dit-on, de profit au maximum. Oui, mais sur le chiffre d'affaires de 4 500 millions, ça fait beaucoup d'argent. Nous savons désormais que les événements
ne donneront pas raison à Gaucher. Steinberg ne survivra pas, hélas, au morcellement de l'Empire. Gaucher et la Caisse de dépôt ont-ils donc tué Steinberg? Ou est-ce le manque total d'expérience de Gaucher dans l'alimentaire? Ou le fardeau de la dette qu'il a encouru pour acheter? Ou la crise économique qui a succédé à la vente? C'est tout cela à la fois, bien sûr, et bien plus, car les clés de l'énigme sont nombreuses. Mais si je devais choisir une raison en particulier pour répondre à cette question-là, un des grands problèmes, le problème central pour moi, c'est l'inhabilité de l'entreprise à planifier sa succession, à planifier la succession de Sam, à planifier la succession de sa très haute direction. Si je devais choisir parmi toutes les raisons, ça serait une. Il y en a d'autres, toutes les autres. La dispute familiale à la fin, ça a été évidemment, ça a fait partie de ce qui a tué Steinberg. C'est une question qu'on pose si souvent. Comment se fait-il que Sam, qui était un si grand génie et qui aimait tellement son entreprise, comment est-ce qu'il a pu la laisser comme ça, sans successeur, et si affaibli? Pour moi, il n'y a jamais eu de doute. C'est Sam, surtout, qui a semé les graines de la destruction de l'entreprise. Par Provigo et Métro Richelieu. Il reste Nous sommes à l'automne 1992. Tout est consommé. Michel Gaucher vient de déclarer forfait. Qui a été si longtemps synonyme de marché d'alimentation au Québec ne sera plus qu'un souvenir. Depuis la mort du pionnier Sam Steinberg, d'ailleurs, en 1978. Durant une fin de semaine de juillet, ma femme et moi, on avait été invités à Palomino Lodge. Sam Steinberg était là avec sa famille. Après le lunch, on s'est installé sur des chaises longues et on prenait un peu de soleil. Je pensais qu'il dormait. Tout d'un coup, il m'a dit, « T'es réveillé? » J'ai répondu que oui. Il m'a dit, « Je pensais à quelque chose. J'aimerais ça revenir dans 20 ans, voir ce qu'ils ont fait avec ma compagnie. » C'était assez pathétique. J'ai dit, « Pourquoi tu parles de la mort comme ça? » Il a dit, « C'est pas ça, non, non, je suis pas prêt à mourir, mais c'est ce que j'aimerais faire. » C'est tout. Et s'il revenait demain? Il en mourrait une deuxième fois. Il faut vous rappeler, vous connaissez pas Sam Steinberg, mais sa compagnie, c'était toute sa vie. Il s'est jamais senti riche. Pour lui, la compagnie, c'était lui. Monsieur Sam, pour moi, il n'est pas mort. Il y a une partie de lui qu'on lui doit beaucoup. Je vais le voir assez souvent, c'est pour le remercier de nous avoir enseigné, de nous avoir bien fait vivre. Et c'est pour ça que je ne pourrai jamais l'oublier. On dit que tout homme se remplace. Moi, personnellement, et tous les employés de Steinberg pourront jamais dire qu'ils ont été capables de remplacer Sam. Impossible. Après Sam, c'était la mort de Steinberg. Ne manquez pas le retour de Moi et l'autre avec Dominique Michel et Denise Filiatro demain, 19h30. En attendant, soyez au fait des dernières nouvelles nationales et internationales. Regardez le téléjournal après la pause.